Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Pour ceux qui sont arrivés ici via un QR code ou un lien présenté dans une activité de transfert en lien avec ce projet, si on a bien fait ça, vous avez une bonne idée du contexte dans lequel s'inscrit ce podcast. Mais on va quand même présenter le contexte pour ceux et celles qui sont arrivés ici par leurs propres moyens. L'histoire débute avec un engagement de l'APFFQ à réaliser des actions visant le transfert de connaissances, l'accompagnement, la sensibilisation et la formation auprès des producteurs et productrices de fraises et framboises du Québec pour les aider à optimiser la gestion de l'eau. Quelle phrase quand même. Cet engagement a été pris dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'agriculture durable du MAPAC. C'est à ce moment que l'équipe de recherche en gestion de l'eau en production végétale de l'IRDA entre en jeu, puis un projet a été déposé à ce moment au MAPAC. Ce projet a 4 objectifs principaux qui sont, premièrement, réaliser un diagnostic global de l'eau sur les 12 entreprises. Ça, c'est fait. Deuxièmement, proposer des correctifs pour améliorer la gestion de l'eau des entreprises suivies. Ça, c'est fait aussi. Troisièmement, accompagner les entreprises à l'intégration des correctifs durant une saison de production. Ça, c'est fait aussi. Donc, mission accomplie pour les 3 premiers objectifs avec les 12 entreprises qui ont participé au projet. Maintenant, il faut en faire profiter les autres. Donc, un 4e objectif était de mettre en place un modèle propice au transfert. Pour ce faire, il y a des vidéos, des vitrines, ou plutôt webtrines dans ce cas-ci, des fiches synthèses plutôt, des conférences, puis bien sûr, des podcasts. D'ailleurs, le projet a fait l'objet d'un premier podcast qui a été publié le 3 avril 2023. C'est l'épisode numéro 3. Ce podcast propose de revisiter les 2 premières webtrines qui font partie d'une série de 4 sur le thème de l'optimisation de la gestion de l'eau. Ces 2 premières webtrines ont eu lieu le 19 et le 26 novembre dernier. Pour ceux et celles qui veulent vivre l'expérience la plus complète possible, on vous invite à visionner la vidéo avant d'écouter ce podcast. Avant d'aller plus loin, j'ai 2 questions pour mon co-animateur. Premièrement, comment ça va? Puis deuxièmement, peux-tu nous expliquer c'est quoi une webtrine? Bonjour Félix, oui ça va très bien et toi? Oui, merci Carl, ça va super bien. Donc, c'est quoi une webtrine, Félix? Je dirais d'abord que c'est un mot valise qui combine le début du mot webinaire et la fin du mot vitrine, donc une webtrine. D'ailleurs, le mot webinaire est aussi un mot valise qui combine le mot web et séminaire. Et les webinaires, c'est pas une surprise, ça a été un format très populaire dans les dernières années. Puis les vitrines aussi, c'est un moyen très intéressant pour diffuser les trucs qu'on fait, mais l'été, le monde agricole est très occupé parfois, c'est plus difficile de faire déplacer les gens à un site donné. Donc, on a pris le meilleur des 2 mondes, soit l'accessibilité du web et des séquences vidéo qu'on a faites sur le terrain durant l'été pour les présenter aux participants et échanger avec eux par la suite. Donc, ces webtrines-là, ces activités-là sont passées maintenant, mais les vidéos qui ont été présentées sont disponibles en ligne et le lien va être ajouté sur le descriptif de l'épisode. Merci Carl, c'est plus clair pour tout le monde, j'en suis convaincu. Aujourd'hui, on est avec 2 habitués du podcast, Jérémy Vallée, notre collègue, et Daniel Bergeron. Bonjour messieurs, comment ça va? Bonjour messieurs, bonjour Daniel, ça fait longtemps qu'on s'est vu, content de te revoir. Oui, c'est ça, je suis bien content d'être là aussi, merci de m'avoir invité. Merci bien. Super, Jérémy, au bénéfice de nos auditeurs qui n'ont pas vu la vidéo sur l'approvisionnement en eau, peux-tu nous parler du contexte dans lequel cette vidéo-là a été réalisée, puis de, pourquoi pas, quelques éléments qui donneraient le goût d'aller la visionner? Oui, bien sûr. Dans le fond, pour comprendre un petit peu plus le contexte, comment cette vidéo-là elle a existé, faut remonter un petit peu en arrière, peut-être même en 2022, la première année du projet qu'on a réalisé. On va y revenir un petit peu plus tard. On a fait des diagnostics globaux de l'eau sur les entreprises. Puis dans ces diagnostics-là, on essayait de voir s'il y avait des mesures où on pouvait améliorer la gestion de l'eau. Fait que ça, c'était la première année. En 2023, en fait, on avait déjà rencontré les producteurs avec qui on participait pour leur faire part, dans le fond, de nos propositions. Qu'est-ce qu'ils pouvaient améliorer sur leurs entreprises, quels éléments de la régie de l'eau qui pouvaient être améliorés. Puis bon, on était déjà, pour certains, étaient déjà en termes de
il avait pris des décisions d'accepter ces propositions-là, de les mettre en place. Fait que dans le fond, 2023, pour nous autres, c'était une année d'accompagnement pour que les propositions soient mises en place sur les entreprises. Fait qu'on a décidé de visiter toutes les entreprises puis de parler aux producteurs pour aller un petit peu plus loin, au-delà des propositions, tu sais, parce qu'on avait vu beaucoup de choses sur les entreprises concernant la régie de l'eau. On avait vu pour certains producteurs qu'il y avait beaucoup de propositions, d'autres qui en avaient pas beaucoup. Puis on s'est attardé sur le contexte de chaque entreprise, puis leur poser des questions concrètement, comment eux autres ils vivent leur régie de l'eau. C'est quoi les enjeux sur l'entreprise. Puis tu sais, on essayait de déborder du cadre de la régie de l'eau, puis on avait des discussions super intéressantes. Fait en faisant ça, on avait en tête de faire des journées portes ouvertes ou des webinaires. Puis là, en pensant à tout ça, c'est là qu'on a décidé de mettre ces deux activités-là ensemble puis faire un peu des vidéos récapitulatifs pour aller chercher là un condensé de tout ce qu'on avait vu de ces entreprises-là. C'est pour ça que ça a donné naissance à, on va dire, 4 grands vidéos. Là, on parle du premier qui était l'approvisionnement en eau. On s'est rendu compte que sur plusieurs entreprises, l'enjeu d'approvisionnement était toujours là, bien que il y avait pas toujours une pénurie d'eau sur les entreprises. C'était quand même toujours une préoccupation. Puis pour certains, on va dire que le risque de subir un déficit hydrique était quand même important. Fait qu'on a décidé d'approfondir ce sujet-là de l'approvisionnement en eau. Donc ça donne un peu l'idée du contexte là. Fait que c'est vraiment en 2023 avec les rencontres avec les producteurs, puis issus de toutes les propositions qu'on avait trouvées, qui est venue l'idée de faire ces vidéos-là. Jérémy, tu soulignais que la première vidéo était sur l'approvisionnement. On remarque souvent que les étangs sont les principales sources d'approvisionnement pour les entreprises qui ont participé au projet. Pourrais-tu nous donner des exemples de stratégies utilisées par les producteurs là, pour diminuer leur vulnérabilité au déficit hydrique? On a fait l'évaluation sur ces entreprises-là, puis comme je disais, certaines entreprises, on n'avait pas beaucoup de propositions, on sentait que, puis on le mesurait, puis on le voyait, la régie d'irrigation était bien maîtrisée, il y avait mis en place différentes pratiques pour réduire leur consommation d'eau. Puis, je peux donner des exemples. Un bon exemple, ça serait historiquement pour plusieurs entreprises, là, on peut remonter même plusieurs dizaines d'années pour certaines. Il y a eu une conversion de l'aspersion vers le goutte à goutte. En fraises framboises, la majorité des entreprises qu'on a visitées ou qui participaient au projet, historiquement, il y avait des systèmes par aspersion, mais qui ont remplacé éventuellement par du goutte à goutte. Ça s'est fait quand même là plusieurs années. On sait aussi que plusieurs producteurs ont conservé leur système par aspersion pour la protection contre le gel, mais tout de moins pour le stress hydrique en saison, il y a eu une conversion là tranquillement qui s'est fait. Puis bon, avec aussi les économies d'eau qui venaient avec, parce que le goutte à goutte là va consommer moins d'eau que l'aspersion. Pour la protection contre le gel, c'est un autre bon exemple. Il y a aussi une transition que les producteurs ont de plus en plus utilisé des bâches flottantes pour protéger les fleurs. Ça, plusieurs nous l'ont mentionné. Quand on a on va dire des froids un peu plus extrêmes, là, les bâches flottantes sont pas suffisantes. Là. Il faut vraiment... L'aspersion reste quand même un moyen de protection ultra efficace. Souvent, les producteurs vont utiliser les deux stratégies, mais dans certaines régions même, là, on s'est fait dire que le risque de stress thermique du froid au printemps arrive pas nécessairement. La période est moins critique, fait que les autres ils vont utiliser que des bâches flottantes, fait qu'ils n'utiliseront même pas de système d'irrigation par aspersion. Fait que ça c'est une bonne pratique que les producteurs ont fait. Puis aussi, en fonction des approvisionnements en eau qui sont beaucoup des étangs, comme tu l'as mentionné, il y a eu une stratégie que les producteurs ont mise en place. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que ils construisent un étang, puis ensuite de ça, ils vont organiser leur culture en fonction de leur approvisionnement, ou ils ont un plan de rotation de culture, puis ensuite de ça, ils vont prévoir, dans le fond, d'avoir les étangs nécessaires pour subvenir aux besoins. Mais on voit que la plupart des entreprises ont mis une stratégie de rotation des cultures en fonction de leurs approvisionnements. Fait que je pense que c'est un peu un ajustement dans les deux sens. Daniel, tu as été conseiller agricole au MAPAC durant plusieurs années et t'es intervenu et intervient encore là, sur plusieurs entreprises qui sont spécialisées dans la production de petits fruits et de légumes.
Les pratiques que Jérémy vient de parler, là, dont les bâches flottantes, la conversion de l'aspersion vers le goutte-à-goutte, ben c'est des techniques là, que tu as vues s'implanter et s'améliorer dans le temps. Peux-tu nous en parler? Ah, bien sûr, je peux vous en parler. Écoute, on remonte là justement un peu dans le temps. Les premiers essais qu'on avait faits à l'île d'Orléans, c'était au début des années 90. 90. Donc, vous vous souvenez, vous, au début des années 90? J'avais 6 ans, Daniel. 6 ans. Je m'en souviens un peu. Non, mais c'est vrai, quand on prend pour acquis, aujourd'hui, vous allez sur des entreprises, vous voyez les systèmes qui sont là, tout fonctionne, et le goutte à goutte. On a l'impression que ça fait je sais pas, mais centaines d'années que ça existe, mais non. Au Québec, on a commencé aux alentours des années 80, mais ici, dans la région de Québec, entre autres, c'est au début des années 90, on avait fait un essai chez un producteur de poivrons à ce moment-là. Et, mon Dieu, on avait vite réalisé les avantages à utiliser cette technique-là, dont l'avantage principal qui est l'efficacité d'utilisation de l'eau. L'eau est appliquée vraiment à la base du plant, dans la zone racinaire. On dit qu'il y a peu ou pas de pertes, là. Ça prend quand même une bonne gestion, là. Ça, on l'a réalisé aussi au fil des ans. Mais l'efficacité est vraiment importante. Ça permet aussi de fertiller. Donc, dans plusieurs cultures, si, par exemple, on utilise un paillis de plastique, parce que faut comprendre que l'implantation, la transition vers le goutte-à-goutte, ça a été aussi de pair avec l'utilisation du paillis de plastique. Parce que la fraise qu'on retrouve aujourd'hui dans les champs avec du paillis, ça n'existait pas ça au début des années 90. C'est relativement nouveau. En tout cas, c'est ce que je fais comme interprétation pour moi, là. Pour moi, 35 ans, c'est peu d'années, là. Donc, on a commencé vraiment à développer la plasticulture et le goutte-à-goutte devenait un élément incontournable. Donc, ça nous a permis vraiment d'augmenter l'efficacité de l'eau appliquée avec le paillis, parce que l'irrigation par aspersion, on comprend bien que lorsque c'est appliqué en culture, exemple sur butte, avec plasticulture, on a peut-être un 40-50% d'efficacité de l'eau seulement, là. Le reste, va couler, là, à la surface, puis il va aller dans les allées, là. Donc, ça a été un gros plus pour ça. Puis aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on le retrouve beaucoup, mais on va le retrouver aussi dans d'autres cultures. Je prends l'exemple du bleuet en Corrèmes, par exemple. On n'a pas de plasticulture, mais les producteurs ont trouvé, évidemment, grand avantage à travailler avec ça. Donc, ça a été vraiment un plus pour la production. Augmentation de rendement aussi, ça a été vraiment un avantage qu'on a constaté. La qualité aussi, la qualité des produits, c'était très important. Fait que pour le goutte-à-goutte, c'est ce que j'aurais à dire pour le moment. Je sais qu'on va en reparler un peu tantôt. Pour ce qui est des bâches flottantes, ça a été vraiment un beau développement aussi que les entreprises ont vite compris, je vous dirais, là aussi l'avantage, là, ça diminue énormément les quantités d'eau utilisées, là. Si, mettons, on va prendre une nuit typique où est-ce qu'on va irriguer de 11 heures le soir jusqu'à 7 heures le matin, ça nous donne 8 heures, 8 heures d'irrigation à une dose d'à peu près 4 mm à l'heure, ça nous fait 30 mm d'eau qu'on va avoir appliqué durant cette nuit-là. 30 mm d'eau, en goutte à goutte, c'est l'équivalent de 10 jours d'irrigation. Puis c'est rare qu'on va avoir une seule nuit où est-ce qu'on va être obligé d'irriguer contre le gel. Souvent, c'est 2 ou 3 nuits d'affilée. Donc, 3 nuits à 30 mm, on est rendu presque à 25-30 jours en équivalent là, d'irrigation contre le stress hydrique. C'est énorme. C'est énorme. Puis, faut comprendre que ça survient souvent en début de saison. Et les réserves sont là, sont bien remplies, mais rapidement, on va affecter ces réserves-là. Fait que, ce qui fait que pour moi, ça a été un gros plus, là, l'utilisation des bâches. Et en fin de saison, surtout quand on a des fruits qui sont là, puis avec la présence d'un paillis de plastique au sol, on comprend bien que quand on applique des quantités d'eau comme ça, ça affecte grandement la qualité des fruits, là. Fait que je vous dirais que non, ces deux éléments-là, le goutte à goutte puis les bâches flottantes, ça a été un gros plus pour la production, là. Puis Daniel, petite question comme ça, comment on a approché le goutte à goutte à l'époque, on venait probablement
de techniques là qui étaient liées à l'aspersion, tu sais, en termes de régie d'irrigation, je parle là. Puis avec une nouvelle technique, est-ce qu'on a essayé de transposer au début notre régie d'irrigation en aspersion dans le goutte à goutte? Il y a eu sûrement beaucoup d'essais-erreurs au départ. Comment ça s'est passé, cette transition-là? Ah, ça a été difficile. Ça a été difficile. Beaucoup d'essais-erreurs. Je vous dirais que ce qui a été le plus marquant, ça a été les durées d'irrigation, là. Écoute, on travaillait, on n'avait pas de connaissances. Ce que je m'étais fait dire, moi, par un distributeur, c'est bon, ben, tu te casses pas la tête, là. T'irrigues à peu près 3 fois par semaine, 4 à 6 heures à la fois. Puis tu vas régler ton problème. Tu sais, tu vas voir, ça va bien pousser, là, mais bon, c'était les connaissances qu'on avait à l'époque. Donc, faut les partir à quelque part aussi. Exactement. Fait que là, il faut aussi imaginer qu'on travaillait avec des sols sableux ou graveleux, très graveleux. Donc, on s'était vite aperçu que c'était pas la régie à mettre en place, là. Quand même. Fait qu'on a travaillé là-dessus au fil des ans, puis tu vois, vous travaillez encore là-dessus. Oui, là. c'est encore d'actualité aujourd'hui. C'est vrai. Il y a encore du travail à faire, là. Oui. Merci Daniel. Maintenant, une source d'approvisionnement qui a eu un peu moins d'attention dans la vidéo, c'est le prélèvement de l'eau de surface et souterraine. On pense généralement davantage à l'aspect réglementaire de ce type de prélèvement. Jérémy, pourrais-tu nous en parler brièvement? Je sens qu'on ouvre une boîte de Pandore en parlant de réglementation. C'est sûr que je pense qu'il y a aucun de nos auditeurs, puis il y a personne qui va tomber en bas de sa chaise là pour comprendre qu'il existe un contexte réglementaire au Québec là, sur les prélèvements en eau. Dans ta question, oui, c'est vrai que les entreprises chez qui on avait principalement des étangs d'irrigation. On avait un peu d'eau souterraine qui était utilisée, mais tu sais, on était principalement dans des contextes d'approvisionnement en étang, pas vraiment très peu de prélèvements en rivière. Au niveau de la réglementation, si on regarde, dans le fond, qu'est-ce qui est considéré comme un prélèvement d'eau, à peu près toutes sortes de prélèvements d'eau de surface ou souterraine peut être, au sens de la loi, reconnu comme un prélèvement d'eau. La seule différence que tu amènes un petit peu dans ta question, c'est concernant les étangs. C'est vrai que dans la loi, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est la loi sur la qualité de l'environnement qui donne les grandes lignes directrices là, un peu du contexte réglementaire. Puis ensuite de ça, on a un règlement. C'est le règlement sur qui encadre les activités en fonction de leur impact sur l'environnement, le fameux REAFI. Dans le fond, qui va venir donner le détail un peu de comment la loi va s'appliquer. Mais effectivement, dans le REAFI, là, il y a des activités qui sont exemptées, dont la présence d'étangs sur les entreprises. Mais ça, c'est quand même, on va dire qu'il y a probablement très peu d'entreprises qui vont pouvoir se prévoir cette exemption-là, parce que ça prend qu'un seul étang. Puis là, il y a une notion de site de prélèvement et d'établissement. On rentrera pas dans les détails, mais globalement, ça prend qu'un seul étang. Il faut pas qu'il y ait d'autres prélèvements dans l'environnement pour que l'exemption soit valide. Le contexte réglementaire, grosso modo, c'est sûr que dans la loi, ce que la loi stipule, c'est que tout prélèvement, dans le fond, qui aurait un débit maximal qui serait supérieur à 75 mètres cubes par jour, les entreprises devront avoir un certificat d'autorisation auprès du ministère. Ça, il existe aussi dans la loi des périodes où est-ce que les gens vont devoir se conformer pour avoir ces autorisations-là. C'est de 2025 à 2029, si je me trompe pas. Ce que ça veut dire, c'est que pratiquement toute entreprise qui fait de l'irrigation, qui font des prélèvements, que ça soit souterrain, de surface, ou même des étangs, qui possèdent plusieurs étangs, vont devoir se contraindre à cette autorisation-là auprès du ministère. Mais bon, ça c'est le contexte. Grosso modo, moi je suis pas un juriste, c'est un peu ma compréhension que je comprends du règlement, puis un peu ce que j'ai entendu des experts du ministère. Donc oui, c'est effectivement c'est une préoccupation dans le milieu. Je pense qu'il va y avoir dans les prochaines années, je pense que les gens ils vont être obligés d'emboîter le pas. Plusieurs entreprises ont déjà commencé à le faire. On a une chance, c'est que ça fait quand même plusieurs années qu'on en entend parler. Les conseillers ont réussi à se former là, dans les dernières années. Fait qu'on a de plus en plus de conseillers qui sont spécialisés là-dedans, qui sont capables d'accompagner les producteurs dans le contexte réglementaire. Fait que moi, je pense que
que la transition est inévitable, mais au moins le milieu il va être bien accompagné pour le faire. Merci Jérémy. Maintenant, Daniel, je te renvoie la balle. Penses-tu à d'autres éléments qui pourraient être intéressants d'ajouter pour l'aspect approvisionnement en eau? Oui, c'est sûr qu'il y a un aspect qui est très important. Les volumes d'eau, c'est une chose, mais il faut avoir de l'eau qui est aussi de qualité, qui correspond aux besoins et limites des cultures. Ça peut souvent parfois être un frein. Si je pense par exemple à l'approvisionnement en eau souterraine, il y a des régions au Québec où l'eau ne répond pas aux critères minimum, je vous dirais, là, de qualité en ce qui a trait, par exemple, à des éléments comme le calcium, la salinité, la dureté, les chlorures aussi, le sodium, si bien qu'on peut pas l'utiliser, cette eau-là, en champ, mais surtout si on va, par exemple, vers des cultures en serre ou des cultures hors sol, ben c'est cette eau-là qui va avoir une qualité vraiment limite, ben ça peut avoir un impact majeur sur notre culture. Fait que ça, c'est un point important. Parfois, les gens pensent à s'installer sur un site, achètent une propriété et oublient de vérifier la qualité de l'eau souterraine. Et c'est n'est qu'après coup qu'ils réalisent que l'eau n'est pas du tout adaptée aux cultures qui sont visées. Fait que ça, c'est très, très, très important. Puis la deuxième, je vous dirais, c'est lorsqu'on s'approvisionne en eau de surface, qu'il soit par exemple en cours d'eau ou en rivière, ben, il y a un aspect vraiment important, c'est la qualité microbiologique de l'eau. Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup d'essais justement par l'équipe de Caroline Côté à l'IRDA, là, qui a démontré que dans plusieurs cas, ben, cette eau-là qu'on prélève en rivière, ben, elle présente un taux de coliformes fécaux supérieur à la norme, parce qu'il y a des normes pour l'irrigation des cultures. Et ça peut devenir à ce moment-là problématique. Quand on parle de coliformes fécaux, vous comprendrez bien que si on l'applique sur des produits tels que la fraise, entre autres, fraise framboise, ben là, on peut avoir un problème de salubrité. Fait que c'est vraiment un aspect à ne pas négliger. On va, à ce moment-là, on peut s'adapter en ce qui a trait au mode d'application. Le goutte à goutte, ben, limite beaucoup les risques. Puis aussi, il y a une possibilité de faire transiter l'eau par des étangs. Et à cet étang-là, ben, on peut aménager un système d'aération qui va améliorer grandement la qualité de l'eau là, microbiologique. Donc, c'est deux éléments pour moi qui sont très importants. Là. Super intéressant. Ça m'amène à la deuxième vidéo qui a été utilisée pour la deuxième webtrine qui portait sur la performance des systèmes d'irrigation. Jérémy, comme pour la vidéo précédente, pourrais-tu nous convaincre d'aller voir ou revoir la vidéo? Ben, c'est toutes des bonnes vidéos, là. Tu sais, les 4 sont vraiment parfaites. Juste pour dire, dans le fond, la deuxième vidéo sur la performance, c'était un autre point important qu'on voulait parler. Parce que dans le projet, on avait des profils d'entreprises qui étaient vraiment variés. On avait des plus petites entreprises, des plus grandes entreprises, des gens qui pratiquaient de l'irrigation depuis 10, 20, 30 ans, d'autres qui étaient plus récents dans cette activité-là, dans cette pratique-là. Puis même ce qu'on s'est rendu compte, c'est que même dans les entreprises qui étaient les plus, on va dire, avancées en termes de connaissances dans l'irrigation, on voyait quand même certains petits éléments de performance qui pouvaient être améliorés, tu sais, par rapport au design des systèmes. Puis on trouvait ça important d'amener ça comme un point en soi, tu sais, la performance des systèmes d'irrigation, c'est vraiment important. Puis ça évolue dans le temps, tu sais, souvent on pense qu'on achète un système d'irrigation puis on va l'utiliser pendant 30 ans puis il va être, mais en réalité c'est que c'est toujours en évolution, tu sais, les superficies changent même d'une année à l'autre, les systèmes, tu sais, vont toujours, oui, il va y avoir un certain design qui va être stable, mais il y a quand même une certaine variabilité au courant des années. Puis bon, justement, je pense qu'il y a certains producteurs le design ou la performance était peut-être limite initialement, puis là ben quand on vient à grandir, à ajouter des champs, tout ça, là on se retrouve à avoir des problématiques sur la performance. Fait que
ce qu'on voulait dans cette vidéo-là, c'est de parler de problématiques de performance, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça, mais aussi, ça a été quoi les éléments sur lesquels les producteurs ont travaillé dans les dernières années. Tu sais, on est allé voir des producteurs, puis on a posé des questions. Bon, ben, on s'est rendu compte que le système fonctionne bien ici. Qu'est-ce que vous avez fait comme réalisation? Qu'est-ce que vous avez fait comme modification? C'est quoi les éléments clés sur votre système qu'il faut que vous maîtrisiez et que ça soit parfait? Fait que c'est un peu l'esprit de ce vidéo-là. Je pense que ça donne un portrait d'un peu de ce qu'on a vu sur les fermes. Puis c'est la performance, c'est super intéressant. Écoute, j'ai envie d'aller réécouter la vidéo. Daniel, tu as été un acteur et un témoin de cette conversion de l'aspersion vers le goutte-à-goutte. J'en parle au passé parce que, il y a encore des entreprises qui le font, mais l'essentiel de cette conversion-là s'est fait par le passé. Donc, en fait, tu aurais sûrement quelque chose à nous partager là-dessus? Oui, bien sûr. J'ai vu, cette conversion-là qui s'est faite quand même pas... ça n'a pas été facile dans tous les cas, là, surtout au début. Le gros avantage de l'irrigation goutte à goutte, c'est que l'eau est appliquée vraiment localement. Donc, on va humecter juste une petite zone du sol et par le fait même, une partie seulement de la zone racinaire. Donc ça, c'est un grand avantage, mais c'est un grand inconvénient parce que la marge de manœuvre est très, très mince. C'est facile de pas appliquer d'eau suffisamment et c'est facile aussi d'en appliquer trop parce que cette zone-là qui est quand même limitée a aussi une capacité de rétention qui est limitée. Et faut bien comprendre aussi qu'à l'époque, on connaissait pas le mouvement de l'eau dans le sol lorsqu'on l'appliquait. On voyait bien la petite goutte qui tombait, en surface, mais on savait pas qu'est-ce qui se passait en dessous. Est-ce que le développement, c'est-à-dire le déplacement de l'eau était plutôt vertical, vraiment énormément à l'horizontale? On ne savait pas. Oui, il y avait un peu de littérature qui nous indiquait à ce à quoi on pouvait s'attendre, mais tant qu'on ne l'avait pas vérifié, on ne pouvait pas le savoir. Surtout avec un paillis de plastique, vous imaginez. Vous voyez rien, là. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe en dessous. Fait que ça a été difficile. Donc, il y a eu des essais-erreurs. On a eu des durées d'irrigation qui étaient très, très, très longues au début. J'en parlais un peu tantôt avec des durées qui pouvaient être de 4 à 6 heures à la fois. Et progressivement, en utilisant des sondes qu'on insérait dans le sol, on a réalisé que l'eau se déplaçait vraiment beaucoup trop vite pour avoir des durées aussi longues. Ça a été quand même du travail de pèlerin là, de dire aux producteurs si on va essayer de baisser. Puis je vous dis que c'était pas facile. Quand on arrivait à dire serais-tu capable de baisser à 1h30, 2 heures, la transition était difficile. Puis pour vous dire qu'aujourd'hui, encore actuellement, je fais des essais où on parle d'irrigation de 30 minutes. Et on y trouve quand même des avantages. Il y a encore là, la marge de manœuvre est mince. Mais c'est pour vous dire qu'on est passé peut-être de 6 heures à des irrigations de 45 minutes, je vous dirais 45 minutes à 1 heure, c'est pas mal ce qu'on voit, qui est adapté quand même à plusieurs types de sols. Donc en gros, c'est ça. Puis encore de l'amélioration à faire, ça se poursuit au fil des ans. Je pense qu'on n'arrivera jamais à, je dirais, une compréhension totale. Et il y a tellement de types de sols, il y a tellement de situations, de culture et tout ça, mais on s'améliore. Puis vous êtes là pour poursuivre le travail de pèlerin. C'est un peu ça. Non, c'est encourageant parce qu'il nous reste encore 1 année ou 2 ou 3, et même plus, je dirais. Je vous prêterai mon bâton. Bon, Daniel, tu parlais de l'aspect un peu plus régie, là, avec comme la durée d'irrigation. Il y a l'aspect design aussi qui est important. Là, je parle toujours ici, si on reste dans les systèmes d'irrigation. Pour avoir participé là à différents projets là, où on mesurait la performance de différents systèmes, on réalise qu'il y a parfois une évolution qui pourrait peut-être être qualifiée là, de dérive, si on veut, entre le moment où le système est construit ou désigné par le fournisseur, puis les années qui vont suivre, parce que le système, ou du moins une partie de ce système-là, va être utilisé dans différents contextes sur l'entreprise. Puis ça peut affecter finalement la performance de ce système-là. Daniel, je suis certain que tu as des trucs à nous dire à ce sujet-là. Oui, comme tu disais, parfois, là, je vous dirais que l'exemple typique qui me vient en tête, c'est le producteur qui demande à son fournisseur de lui faire un plan
où lui va lui indiquer comme il faut les dimensions, les grosseurs de conduite, la tubulure, l'utilisation de tel régulateur de pression, tel filtre et tout ça pour une superficie donnée. Exemple de 2 hectares de fraises irriguées au goutte à goutte. Puis ça va fonctionner super bien parce que ces gens-là sont extrêmement compétents dans leur domaine, c'est pas un problème pour ça. Mais là au fil des ans, le producteur va souvent en rajouter un petit peu au lieu d'avoir 2 hectares, on rallonge un petit peu les rangs. Tiens, on peut se tasser un petit peu vers l'est ou vers l'ouest, ça, pourquoi pas agrandir un peu. Mais on a oublié que à la base les équipements comme je vous dirais l'élément majeur c'est les régulateurs de pression. Il fonctionne pour une superficie, un débit donné, là. Et ça, je vous dirais que c'est assez fréquent ce qu'on voit là, comme problème relié à ça. Là. Fait que, je vous dirais que après ma base, c'est le cas typique qui me vient en tête là. Ouais. Jérémy, le goutte à goutte est le système avec le plus grand potentiel d'uniformité. On est d'accord là-dessus. Peux-tu nous donner quelques points qui pourraient diminuer ce potentiel-là? En fait, c'est vrai que le système goutte à goutte là, a un potentiel d'avoir une très très bonne uniformité. Par uniformité, on revient un peu sur le concept, c'est d'appliquer une quantité d'eau uniforme dans un espace donné, puis ça, le goutte à goutte, il l'a. Pour bien comprendre l'uniformité des systèmes de goutte à goutte, je pense qu'il faut comprendre aussi que nos systèmes d'irrigation, c'est des réseaux hydrauliques qui sont quand même complexes. Puis il faut comprendre aussi, en fait, la distribution des pressions à l'intérieur de mon système. Est-ce que mes pressions vont être uniformes? Si j'ai un champ, on va dire, de 10 hectares, est-ce que mettons, j'ai un régulateur qui fonctionne à 12 PSI, est-ce que mon 12 PSI va être à la grandeur du 10 hectares? C'est un peu ça la question sur l'uniformité, c'est parce que pour un système de goutte à goutte, si on a une pression qui est constante, on va avoir une uniformité qui va être constante. Puis bien sûr, il y a certains points qui sont difficiles à contrôler. Un des bons exemples qui me vient en tête, c'est la topographie. Pourquoi la topographie? Parce que la topographie va venir influencer la pression dans ma tubulure. C'est le lien avec la pression. C'est toujours ça un peu le thinking derrière ça. Les pentes, on sait qu'il y a certains champs qui ont des fortes pentes qui vont accentuer la pression dans mes tubes de goutte à goutte. Puis ça, ça va faire en sorte que mes émetteurs, mes goutteurs vont avoir un débit supérieur. Fait que là, on va avoir une certaine problématique d'uniformité dans ces cas-là. Ça prend quand même une certaine pente là, si on s'entend que c'est pas nécessairement une faible pente, ça prend des bonnes pentes pour venir influencer considérablement le système. Fait que ça, c'est un point. Ensuite de ça, système goutte à goutte, c'est quand même assez complexe. On a des systèmes de filtration qui doivent être là. On a parlé un petit peu tout à l'heure, la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, c'est vraiment important. Parce que on travaille avec des petits émetteurs qui ont des petits diamètres. Fait que si on a par exemple un système de filtration qui est défaillant, brisé ou pas assez efficace, on va avoir des problématiques de colmatage ou de sédimentation au bout des lignes. Donc on a vu ça aussi dans le cadre des diagnostics. Des problématiques de colmatage avec le temps. On le voit pas nécessairement dès l'installation pour avoir un système qui est très très uniforme, mais au fur et à mesure qu'on l'utilise, on peut avoir un colmatage progressif des systèmes. Ça peut être des sédiments, mais ça peut être aussi avec une qualité d'eau microbiologique qui est défaillante aussi. Si on peut avoir des biofilms qui se logent dans la tubulure, puis ça va créer des problèmes de colmatage, qui est un autre problème là sur l'uniformité. Un autre problème aussi, ça je pense que les producteurs l'ont bien compris, ça prend une énorme surveillance quand on utilise ce genre de système-là, quand on fait des grandes superficies en goutte à goutte, parce que on a beaucoup de pièces mobiles, on a beaucoup d'unions, on a des joints, puis toutes ces pièces mécaniques-là peuvent finalement créer des fuites où on peut avoir des problématiques de fuite. Là, si on a une ligne qui est décrochée du tuyau principal, de la ligne principale, là, notre but est pas irrigué du tout. Là. Fait que là, c'est un problème majeur d'uniformité. Fait que on a besoin d'avoir des équipes en place pour faire la surveillance du système quand ça fonctionne. Fait que c'est des bons exemples là, tu sais,
qui nous font penser, tu sais, que ça peut ces exemples-là peuvent limiter l'uniformité ou la performance de ces systèmes-là. Tu parlais de pente, Jérémy. J'ai en tête un diagnostic que l'équipe avait fait dans un autre projet en tête parce que, bon, j'y étais pas. Mais la pente était tellement prononcée que, puis le gain de pression était tellement élevé que le tube gonflait puis même perçait en bas de la pente, là. Fait que ça, je dirais que c'est l'extrême, mais on s'en sert souvent dans nos présentations. Comme ça, c'était le parfait exemple. Parce qu'il y avait tellement eu la tubulure, elle s'était tellement faite percer, justement, par l'excès de pression qu'il y avait des unions. J'avais jamais vu autant d'unions dans un champ. C'était un exemple extrême, mais c'est pour comprendre que ce phénomène-là existe, là, qu'il faut faire attention. Puis aussi, un autre bon exemple qu'on a déjà vu, un champ en pente où on avait des lignes de goutte à goutte extrêmement longues. Puis, en fait, c'est que, le gain de la pente, on gagnait en pression, fait que ça nous permettait d'avoir des lignes excessives plus longues qu'on aurait pensé, parce que souvent, on a des standards qu'on doit respecter pour avoir une bonne uniformité puis une bonne distribution de pression. Mais là, dans ce cas-là, la pente venait nous aider pour contrer les pertes de charge dans la tubulure. Fait que ça, c'était un exemple qui était... je pense que ça avait pas été designé initialement comme ça. C'était un peu un concours de circonstances, mais c'était vraiment intéressant, ce champ-là. Daniel, je me souviens d'avoir fait des diagnostics avec toi, même plusieurs, et aussi avec d'autres membres de l'équipe, dont Jérémy. Je dirais que les premiers remontent peut-être à une dizaine d'années. On a fait même des projets là-dessus. Crois-tu que c'est toujours pertinent, Daniel, de cogner sur ce clou-là? Oh oui, c'est toujours pertinent. Oui, c'est vrai, on en a fait plusieurs ensemble. Au début, je m'en souviens que, mon Dieu, on mettait des gouttières. Ça prenait beaucoup de matériel. oui, c'est ça. On lisait, là, des guides qui venaient d'un peu partout, qui nous proposaient de mettre des gouttières, là, sur une section, d'exemple, 2 mètres de longueur. Récupérer l'eau. Plusieurs endroits dans le champ. C'était... Il y avait un peu de labour aussi dans les buts. Oh là là, c'était long, c'était compliqué, puis... on arrivait à des résultats quand même assez intéressants pour savoir que finalement, on avait des problèmes. Ça nous a permis au moins de mettre un peu le doigt sur le bobo. Mais vitement, on s'est aperçu que il y a un lien direct entre... faut penser que pour la majorité des tubulures qu'on utilise, on utilise des émetteurs qui sont non compensateurs de pression. Donc, pour ces tubulures-là, il y a un lien direct entre la pression et le débit qui va être généré. Qui dit variation de pression, Jérémy t'en a parlé tantôt. Variation de pression dans un champ, automatiquement, vous allez avoir une variation de débit qui peut être quand même assez grande dans un champ. Fait que ça, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut travailler là-dessus. Mesurer des pressions. Maintenant, on utilise un appareil qui est tellement simple, une tube de pitot. Donc, on prend rapidement des pressions à l'intérieur d'un champ. C'est rapide, mais à la base, je vous dirais que si on commence juste à mesurer la pression à l'entrée du champ, là, déjà on peut avoir une bonne idée de ce qui va se passer au champ. Puis ça, moi je le vois, on a des régulateurs de pression qui sont supposés ajuster à une pression X, exemple 15 PSI. Et quand on le mesure à la sortie, c'est pas du tout ce qu'on observe. Parfois, le régulateur est brisé, et ça, si on ne vérifie pas, on ne le sait pas. Et dans certains cas, on peut avoir un manomètre sur ce régulateur-là qui va être brisé. S'il est brisé, peut-être qu'il va vous indiquer 0. C'est déjà pas si pire, parce que souvent, vous en allez voir qui vont être défectueux, qui va vous indiquer 15 PSI, alors qu'en réalité, la pression est à 8 ou à 7. Ou est à 0. Ou est à 0. Fait que dans ce temps-là, t'as mieux d'en avoir un qui est complètement brisé qu'un qui est défectueux. C'est le principe de la montre. Hein. Parfois, on aime mieux que la montre soit arrêtée qu'elle nous indique une heure plutôt qui est pas bonne. Fait que c'est un peu la même chose. Fait que à l'entrée, c'est un point majeur de regarder qu'est-ce qui se passe. Après ça, on vérifie les pressions à l'intérieur du champ. Puis maintenant, avec les nouveaux appareils qu'on a, qui permettent de mettre en des manomètres de pression sur les lignes qui vont nous indiquer, qu'on peut analyser par la suite à distance. On peut voir quelle était la pression réelle dans le tube et quelle a été la fluctuation de pression lors de l'irrigation. Ça nous apprend beaucoup de choses. Et entre les irrigations aussi. Parce que faire un diagnostic, c'est bien, mais on le fait à un moment précis dans l'année.
on le fait une fois, alors que s'il y a 60, 70 irrigations dans l'année, ben, il faut être chanceux si c'est vraiment représentatif. Alors, ce qu'on voit parfois, c'est des fluctuations de pression entre les irrigations. Puis, ben là, faut fouiller, faut savoir pourquoi. Parfois, on réalise que oui, la personne qui s'occupe d'irrigation irrigue parfois 2 champs à la fois, parfois un champ, et ça explique beaucoup de choses. Fait que non, il y a toujours des raisons de s'attarder à cet aspect-là. Là. Oui. Bon, donc on va aller s'acheter des clous. Oui, exactement. Et des marteaux. Bon, ben voilà, c'est tout pour cet épisode, en souhaitant vous avoir donné le goût d'aller visionner ces 2 vidéos et aussi de les partager. Merci à tous et à toutes d'avoir été là, puis à très bientôt pour un autre épisode de Autrement dit. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert.